Bonjour, moi je m'appelle Martellat Jean-Emmanuel, je suis enseignant-chercheur ici, et donc je suis dans le cycle des ressources géologiques au service de la société. Alors je ne sais pas si vous avez suivi tout le cycle des... Vous m'entendez pas bien? J'étais malade la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, je suis pas contagieux, mais je vais avoir du mal à... Mais je vais lever un peu. Alors le micro c'est pour la caméra, c'est le micro des artistes. Bon, je vais essayer de... Là ça va là? Vous m'entendez? Bon. Donc je suis dans le cycle ressources géologiques au service de la société. Alors vous avez vu le cycle, des fois il est un peu démoralisant, donc je vais essayer de vous remonter un peu le moral. Ça sera pas évident et on va parler de ressources minérales, donc c'est des substances utiles et des problématiques sociales. Donc moi je suis maître de conférence, j'appartiens au laboratoire de géologie de Lyon et j'appartiens à l'observatoire des sciences de l'univers de Lyon. Et on fait aussi de la formation, donc en fait là, ce que je vais vous présenter, c'est des choses que j'enseigne aux étudiants. Alors, de quoi on va parler? Alors je vais vous expliquer, il faut donner ses sources, ça c'est important. Donc tout ce que j'ai dans mon PowerPoint là, c'est tout sourcé. Vous pourrez aller vérifier, contrôler. Je vais vous donner quelques mauvaises nouvelles. On va regarder, il y aura peut-être quand même des bonnes nouvelles. On va regarder les enjeux, il y a des enjeux sociétaux qui sont très très forts sur les ressources minérales. Et puis je vais partir sur vraiment des choses pédagogiques, donc on va voir un peu des définitions. Qu'est-ce que c'est une ressource, qu'est-ce que c'est un minerai, gisement, etc. C'est un peu important quand même pour comprendre. C'est évidemment, on les a dans toutes, elles sont partout, on les a dans tous les jours dans la vie de la société. On utilise des ressources minérales. On va voir, il y a un truc qui est problématique, c'est que les ressources minérales, elles sont concentrées, mais à certains endroits. Et ça, c'est le problème, parce que ça va être très géopolitique. Et donc du coup, je vais vous faire un petit peu de géologie et on va comprendre pourquoi ça n'arrive jamais. En fait, c'est ça ce problème. Et bien sûr, c'est la tectonique des plaques qui contrôle tout ça. Et on va s'intéresser, je vais commencer pour la tectonique des plaques, je vais un exemple seulement. On va parler d'un truc, c'est le pic des ressources. Ça, c'est un gros problème et on va voir ce que c'est un pic de ressources. Je vais vous montrer ce que c'est une mine, un petit peu les enjeux qui tournent autour d'une mine. Pourquoi on voit pas, alors c'est pas l'augmentation de l'augmentation là, faut que je corrige un peu mon PowerPoint. Pourquoi on voit pas cette augmentation folle de la recherche des ressources minérales? On la voit pas en Europe. On verra pourquoi. Et puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme bonne pratique à mettre en place. Donc il y a des choses à faire quand même. Et puis il y a des solutions simples. Je terminerai sur quelque chose qui est un peu rigolo quand même, pour qu'on soit pas quand même. Donc ça c'est un peu... Alors, il faut donner ses sources. Il faut donner ses sources parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas d'aujourd'hui, les fake news, c'est depuis toujours. Il y a toujours eu des fake news. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont de très très bonne qualité et n'importe qui peut faire des hyper-trucages, mais des hyper-trucages d'hyper-trucages. C'est-à-dire, vous pouvez faire quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que je pourrais faire un avatar de moi-même en train de parler, c'est pas très compliqué à faire. Et vous en avez partout. Surtout sur des choses qui sont graphiques, ça marche très bien. Alors là, je vous ai mis deux images. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur National Geographic. On demande, le National Geographic demande à un chatbot, fais-moi une image d'un guépard avec le style National Geographic. Donc il y a une image de guépard qui est du National Geographic et une autre image qui est pas vraie, quoi, qui est faite par intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes capable de voir laquelle? Laquelle est fausse, laquelle est vraie? Alors, celle qui est vraie, c'est celle du haut. En fait, pourquoi? Alors en fait, les intelligences artificielles, et alors là, on augmente encore la qualité, et donc on arrive à faire des choses encore plus balèzes. Donc même les petits défauts que je vous montre, on essaye de les corriger. Mais ici, en fait, ça c'est une image qui est très symétrique. Ça, ils savent pas, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas faire des images très symétriques, ça lui pose des problèmes. Elle a des problèmes avec les reflets. Là, les reflets dans l'œil sont bons. Regardez l'image ici, là, vous voyez qu'il y a un problème dans le reflet de l'œil. Et même la pupille n'est pas tout à fait symétrique. Là, il y a un problème. Et si on regarde dans le détail, il y a même des poils. Ouais, il y a des poils du nez, enfin des poils du... Je sais pas si on appelle ça. Plutôt un museau, qui sont pas au bon endroit. Donc ça on peut trouver, quoi. On peut trouver. Mais par contre, il faut apprendre à trouver les fausses des vraies. Et surtout, quand vous allez chercher la source d'une image qui est numérique, vous la trouverez pas. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de photographe, il n'y a personne. Donc celle-là, vous ne trouverez jamais qui l'a faite en fait. Parce qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est les choses qu'il faut faire attention, quoi. Et il y a beaucoup de fakes.
Et les gens, ils croient au fake. Il y a beaucoup de gens qui croient. Il y a 10% de gens qui croient que la Terre est plate. 10%, c'est beaucoup. Hein. Ça fait 10 toute cette partie-là, vous croyez que la Terre est plate. Il y a aussi un autre truc, c'est les boucles d'information. Alors, en fait, les boucles d'information, c'est quoi? C'est vous allez sur Instagram, YouTube, vous allez scroller. Scroller, c'est-à-dire vous regardez une vidéo, elle vous plaît pas, vous passez une autre vidéo. Et en fait, il y a des algorithmes derrière qui ils veulent vous garder, donc ils vont vous donner des trucs qui vous intéressent. Donc vous allez scroller. Alors je sais pas si vous aimez les chats, vous scrollez des petits chats. Si vous aimez faire de la cuisine, c'est plutôt de la cuisine. Mais si par exemple, je sais pas, vous croyez que la Terre est plate, et ben vous allez être en contact avec des gens qui croient que la Terre est plate, et donc vous allez scroller de trucs. Et ça vous remet dans la tête, vous dites ah bah tiens, la Terre est vraiment plate. D'ailleurs, il y a plein de gens qui y croient. Alors c'est pour ça qu'il faut comparer les discours. N'hésitez pas à aller voir des discours qui sont pas les vôtres. Allez voir ailleurs, regardez d'autres journaux. L'autre truc aussi, c'est la parole scientifique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, alors il y en a des tautologues, des gens, ils sont pas formés, ils parlent de trucs qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas écrit de publication, ils n'ont rien fait. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Alors les scientifiques, ben, ils regardent les faits, ils font des expériences. Et malgré tout, ils ont un peu d'éthique. Alors quand ils n'ont pas d'éthique et qu'ils font des fausses publications, eh ben ça doit être reproductible. Donc il va y avoir d'autres chercheurs qui vont faire des expériences et qui vont voir qu'il y a quand même un problème. Et donc ils vont pouvoir mettre en évidence que même des scientifiques disent des choses fausses. Donc quand c'est reproductible, eh ben ça va se voir, c'est-à-dire ça va marcher. Si on fait des choses qui sont fausses, au bout de 4-5 ans, les gens vont le trouver, quoi. Le problème de tout ça, c'est que c'est long. En fait, vérifier les sources, comparer les informations, c'est des choses qui sont longues. Et évidemment, les gens aujourd'hui, il faut que tout aille vite. Donc ça, c'est un problème. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors moi, les sources, pour les ressources minérales, alors théoriquement, vous, en tant qu'inscrit à l'Université de Lyon, vous avez droit à tous les e-books qui sont gratuits. Et notamment, il y a celui-là de Arndt et Ganino, qui est très bien. Ça, c'est un livre sur les ressources minérales qui est très intéressant. En français, il y a le Gébrac et Marcoux. Donc là, c'est un livre qui est québécois, mais qui est très bien aussi. Et évidemment, il y a plein de... Vous avez pas mal de choses sur le site de Planète Terre de Lyon aussi, des choses qui sont très intéressantes. Donc ça, c'est des sources intéressantes. Alors, les ressources minérales, moi, quand je fais le cours aux étudiants, c'est un peu un cours qui pète le moral. En plus, à nos étudiants de L1, ils ont chute de la biodiversité, augmentation de les températures, changement climatique. Donc c'est quand même un peu anxiogène. Hein. Il y a des moments... Et là, je vous ai mis quelques personnes. Alors, je vous ai mis Olivier Vidal. Olivier Vidal, c'est mon ancien directeur de laboratoire. C'est quelqu'un qui est un thermodynamicien. Il est directeur de recherche au CNRS. Vous irez voir ses confs. En fait, lui, il regarde la transition énergétique du côté thermodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'énergie, en fait. Donc, il regarde la limite énergétique du changement climatique et tout ce qui est transition écologique. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, lui, il regarde les limites, jusqu'où on peut aller en termes d'énergie. Vous pouvez aller voir Bouix Philippe. Lui, c'est un ancien de l'école centrale. Il a fait une bande dessinée sur les ressources, c'est intéressant. Vous pourrez voir Jean-Marc Jancovici. Alors, sans doute vous le connaissez. Donc lui, c'est un ancien de l'école polytechnique, diplôme d'ingénieur. Il a fait ce livre aussi, hein, qui est disponible à la bibliothèque, si vous voulez aller le voir. Il a beaucoup de conférences. C'est le directeur du Shift Project. Ça, je pense que Vincent Perrier vous en a parlé. C'est quelqu'un, il est très bon parce que il est capable, il va à France Inter, et il est capable de calculer des choses en direct, quoi. Donc lui, on peut pas lui raconter des cracks. C'est quelqu'un, il va vous dire exactement qu'est-ce que ça coûte en termes d'énergie, de nombre de... Il est capable de calculer comme ça, tac, tac. Cédric Villani, donc il est quand même plutôt pas mal. Lui, il est de NS Paris. Il a toute une série de podcasts sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est le dernier des derniers podcasts sur l'intelligence artificielle. Je vous conseille de l'écouter. Et j'ai mis aussi Aurore Seffran. Elle est de la meilleure école de géologie. C'est l'école nationale supérieure de géologie de Nancy. Et elle est formée, c'est une géologue des ressources minières. Et donc, vous pourrez aller voir ses conférences. Et donc, tous ces gens-là, c'est des gens vraiment, ils sont formés. C'est des gens qui sont vraiment très forts. Et ils ont des confs qui sont très intéressantes. Alors, une fois que vous aurez vu toutes ces conférences,
vous aurez quand même une petite baisse de morale. Donc, malgré tout, est-ce qu'on peut quand même voir des choses qui nous remontent le moral dans ces choses-là? Alors, j'essaye d'en trouver quand même. Donc, oui, il y en a. La première des choses, c'est que en fait, les êtres humains, ils sont très forts. Ils sont toujours capables d'innover. Quand il faut manger, les êtres humains, ils sont capables d'innover. Regardez au Bangladesh. Au Bangladesh, c'est un pays qui est pas très bien parti parce qu'ils sont au niveau marin. Ils sont presque même un petit peu au-dessous. Et ben tant pis, ça n'empêche pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils font des fermes flottantes. Donc quand même, ils ont et avec des technologies qui sont pas très compliquées, mais ils arrivent quand même à faire de l'agriculture sur radeau, quoi, on va dire. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, en fait, c'est la non loin de la jungle. En fait, on est toujours parti, on se dit toujours, ouais, c'est les plus forts qui gagnent. Oui, alors ça c'est vrai quand le milieu il est favorable, mais quand le milieu est défavorable, typiquement dans la jungle, en fait, que ce soit les plantes, les animaux ou les animaux développés comme les singes, les chimpanzés, enfin toute une série d'animaux, en fait, ils vont développer au contraire des stratégies d'entraide. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'entraider, même plutôt des animaux qui peuvent être des proies et des chassés, vont avoir des stratégies d'entraide parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc quelque part, on est quand même enfin, nous les êtres humains, on est très sociaux, donc c'est sûr que si on a des problèmes, on va aller sur des stratégies d'entraide. Ça c'est plutôt pas mal, et je vous conseille les conférences il y a Pablo Servine, qui est très intéressant, France Deval, il y a des expériences sur l'équité des animaux, c'est assez intéressant, ils font des expériences sur des animaux, c'est vraiment intéressant. Alors, peut-être que la technologie nous sauvera. Alors on verra, la technologie c'est à double sens. Mais effectivement, les ingénieurs ils sont vraiment balèzes. Aujourd'hui les ingénieurs ils font des trucs de dingue. Alors, il y a de l'ingénierie écologique. On fait, toujours au Bangladesh, on va faire des petits barrages qui sont avec des huîtres, des choses pour protéger la montée des eaux. Nous, chez nous, là, dans notre laboratoire, on a des collègues qui essayent d'augmenter une réaction, enfin qui essayent de rendre industrielle une réaction en fait qui produit l'hydrogène et qui pompe du CO2. Ça c'est plutôt pas mal, hein, avec un minéral qui s'appelle l'olivine, qui est un des minéraux les plus abondants. Donc ça on le sait faire. On ne sait pas le faire de manière industrielle et rentable aujourd'hui, mais on y travaille. Donc quand même, il y a des trucs qui marchent. Après j'ai eu Nicolas, ça, ils arrivent à faire des cellules photoélectriques, on roule dessus. C'est quand même un truc de dingue, hein. Le TGV, ça coûte rien en énergie. Donc TGV, une fois qu'il est lancé, dès qu'il freine, il fait de l'électricité. C'est vraiment un super truc, quoi. Bon, des fois, on peut rigoler aussi. On verra, il y a des solutions qui sont rigolotes. J'ai mis Zest de science, un Zest pour la planète. Ça, c'est des gens du CNRS qui font des vidéos très courtes, qui sont assez rigolotes. Des fois, il y a des bonnes nouvelles. On va stabiliser la population. Ça, quand j'enseignais ce cours en 2000, on n'était pas parti pour la stabiliser. Là, on va la stabiliser. On ne sait pas trop quand. Mais on va dire, ouais, d'ici 2070, on va se stabiliser à 10 milliards. Ça augmentera pas plus. Donc on va vers une stabilisation de la population. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les jeunes, ils sont formés. Hein. Là, le cours que je vous fais, cycle 3, 4, 5, donc Belin SVT, au collège, dès la 6e, ils apprennent ce que c'est une ressource, qu'est-ce que c'est du développement durable, comment gérer une ressource, etc. Donc ça, c'est des 6e. Hein. Ils sont déjà très au courant. Bon, et puis de toute façon, la nature est très forte, donc on n'arrivera pas à détruire la nature. Ça, faut pas avoir peur. Ça c'est Léa Bello, c'est une ancienne de chez nous qui était aussi à Zest de Sciences, qui a fait une petite conf sur qu'est-ce qui restera de nous dans 60 millions d'années. Pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Même si on fait beaucoup de bêtises, on changera pas la nature. Ça va. Puis si vraiment vous n'avez pas le moral, vous allez voir les conférences de mon collègue là. Il y a les conférences de l'Observatoire des sciences de l'univers. Vous allez dans le cosmos, on scanne l'univers. C'est Johan Richard qui fait des conférences qui sont absolument incroyables. Donc là, ça permet de vous détendre. Alors les enjeux. Les enjeux, ils sont forts. Alors, ils sont très forts. Qu'est-ce qui a changé en fait au cours du temps? En fait, les changements, pour marquer les courbes, hein, à chaque fois, elles sont très pentées. Donc ça change. Mais avant, en fait, ça changeait doucement, quoi. Les choses allaient doucement. Et aujourd'hui, ça change très vite. C'est-à-dire que même ce qu'on raconte aujourd'hui, là, dans 2 ans, je pense que ça sera très différent. Et dans 10 ans, c'est sûr que ça sera très très différent. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Il fallait une génération pour qu'il se passe un truc, des siècles.
C'est plus comme ça. Alors, on le voit hein, sur ces deux diagrammes. Celui-là, qu'est-ce que ça vous montre? En fait, ça vous montre les éléments qu'il y a dans les matériaux qu'on utilise tous les jours. Et avant, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de diversité. Ouais, il y avait peu d'éléments. Quand on faisait des moulins, des machines à vapeur, il y avait des éléments, mais il n'y avait pas grand-chose. Du fer, du cuivre, d'autres éléments. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'éléments dans de la technologie. Et vous voyez, de la technologie qui va justement nous servir à stopper les effets de serre. Enfin, stopper minimiser l'émission des gaz à effet de serre. Donc là, effectivement, là, dans ces gens, il m'en faut beaucoup d'éléments et il me faut des trucs qu'on trouve nulle part. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de platinoïdes, vous n'avez pas de terres rares. Là, il y a des platénoïdes, il y a des terres rares, il y a du rhodium. Il y a des trucs qu'on trouve pas, quoi, qui coûtent très très cher. Donc ça, c'est un problème. On va dans le temps, on va tout, et même vos téléphones portables, tout ce qu'on a, nous, dans la maison, il y a de la technologie dedans et il y a tous ces éléments dedans. Donc ça, c'est un premier truc, c'est que on en veut beaucoup. Et en plus, on veut une grande diversité pour des appareils qui sont de la vie de tous les jours. Alors ça, c'est la courbe qui fait très peur. Ça, c'est la courbe qui fait très peur. J'ai pris le cuivre, mais on aurait pu prendre deux courbes. Donc 1700, 1750. Donc on a le temps et on a notre consommation, en fait, de cuivre au cours du temps. Et vous voyez que si on regarde, de 1850 à 1950, on consomme en gros toute cette intégrale, toute cette surface jaune là, et on voit que en gros en 25 ans, entre 2000 et 2025, ben, on en consomme autant, voire plus quoi. C'est ça le problème en fait. Et ça c'est la courbe qui fait peur. C'est que plus ça va, plus on consomme, mais on consomme pas un petit peu quoi. C'est exponentiel. C'est-à-dire que là, en quelques années, on va consommer autant que tout ce qu'on a consommé depuis que l'homme existe quoi. Et ça c'est un problème. Parce qu'il y a quand même une limite à tout ça. Alors, les enjeux sociétaux très forts. Ah, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Ça vous a pas échappé, là, en République démocratique du Congo, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est le Congo? C'est ce grand pays-là. C'est ce grand pays. Alors, vous voyez que c'est un pays, il est un petit peu, il est très grand, c'est 4 fois grand comme la France. Là, il y a la région des Grands Lacs. Donc, la région des Grands Lacs, en fait, c'est le rift est-africain. On a de l'extension, il y a des grands lacs, c'est très joli. C'est en haute altitude, là on est à Goma, la ville elle est à 1500 mètres d'altitude. C'est quand même assez haut. Hein. Et alors le problème, c'est que vous voyez les ressources en coltan, je vais en parler de ces ressources, elles sont localisées. C'est pas réparti de manière hétérogène, et c'est juste où? Bah, c'est un endroit qui s'appelle le Nord Kivu. Le coltan il est au Nord Kivu. Alors, là ça vous a pas échappé, là cette semaine, la Goma est tombée potentiellement au teint de bandes armées qui sont soutenues par le Rwanda. Le Rwanda, il est juste à côté, c'est un tout petit pays, le Rwanda. Alors, quels sont les problèmes? Alors, les problèmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas, dans la République démocratique du Congo, pour exporter, en fait, et prendre la mer, il faut partir par là. Donc, c'est compliqué, en fait, d'aller de ce côté-là. Et il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est un État où il n'y a pas de service, public. Enfin, c'est un État qui est pas fonctionnel. Donc les routes, là, faire Goma, Kinshasa en voiture, c'est compliqué. En plus, c'est des reliefs et tout. Donc c'est un truc qui marche pas. Là, vous avez ces deux étoiles rouges. Bah, c'est des minerais qui sont vraiment super importants. Et pratiquement là, le Nord Kivu, on va dire, c'est 50% de la production du Tantal. 50% de la production mondiale. C'est un enjeu, mais extraordinaire. Et alors là, manque de bol, pas d'infrastructure, pas de service public, une armée qui marche pas, ben forcément, là il y a des problèmes. Et des très gros problèmes, puisque là on parle, je vais pas vous faire un historique de la République démocratique du Congo, mais on est quand même dans une crise immunitaire catastrophique, une guerre qui dure depuis les années 90, c'est des millions de déplacés. On ne sait pas le nombre de morts, mais c'est beaucoup de morts, plusieurs centaines de mille, peut-être 500 000, peut-être des millions. Des déplacés, ça c'est sûr, entre 5 et 8 millions. On ne sait pas trop parce que c'est pas très accessible, donc il n'y a pas beaucoup de journalistes, il n'y a pas de recensement, c'est compliqué, quoi. Mais oui, effectivement, là, cette zone-là, c'est une zone, c'est dommage parce que c'est une zone qui est vraiment, qui a tout pour elle. Il y a des terres qui sont riches,
On pourrait, les paysages sont magnifiques, il y a des animaux, etc. Il pourrait y avoir des parcs. Et toute cette économie qui n'est pas contrôlée, donc ça va être de l'exploitation minière incontrôlée, donc par des gens qui sont des mafieux. C'est pas bon ni pour les mineurs, ni pour les locaux. L'argent ne revient pas, on connaît pas on n'a pas les chiffres. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc c'est pour ça, effectivement, que y a des gens du Rwanda. Donc de fait, déjà par la géométrie, les exportations, elles se font plutôt de l'autre côté, vers l'est, plutôt que de partir vers l'ouest. Et en plus, effectivement, bandes criminelles, etc., etc. Donc là, il y a un problème avec des conflits armés. Alors vous irez voir ces choses-là pour mieux comprendre le conflit, mais oui, un vrai problème. Un vrai problème. Du fait de la localisation des ressources. Alors, quelques définitions pour ne pas se perdre. Alors, on va repartir des 3 définitions des ressources. Alors, donc nous, on va parler de ressources minières, ressources minérales. Qu'est-ce que c'est une ressource? Alors, évidemment, vous connaissez les ressources naturelles. Ressources naturelles, ben, en fait, c'est tout. C'est les ressources minérales, c'est ce qu'on mange, les poissons, tout ça, c'est des ressources naturelles, la viande. Tout ça, c'est des ressources naturelles. Évidemment, le sol est une ressource naturelle. Tout ça, c'est des ressources naturelles. Évidemment, il y en a qui sont épuisables et il y en a qui vont être renouvelables. Alors attention, renouvelables, elles se renouvellent tout le temps, les ressources, même les ressources minières, mais il faut qu'elles soient renouvelables à l'échelle des humains. Parce qu'on peut très bien, on peut vider une nappe phréatique, aussi bien le temps de remise en eau de la nappe phréatique, c'est peut-être un siècle. Donc là, on dépasse déjà un petit peu la limite de l'être humain. Donc celle-là, elle sera épuisable. D'accord? Donc il faut faire, effectivement, là, tout ce qui est épuisable, renouvelable, c'est à l'échelle d'un certain temps, quoi. À l'échelle de la vie humaine, on va dire. Une ressource géologique, qu'est-ce que c'est? La ressource géologique, c'est tout ce qui va être minéraux, pétrole, etc., etc., et aussi l'eau. C'est-à-dire que les géologues, ils s'occupent des roches, et les roches, en fait, ça contient de l'eau. Donc, en fait, quand vous dites ressources géologiques, c'est les ressources minérales, mais aussi l'eau. Et puis, quand on va dans les ressources minérales, là, il y a une petite difficulté, c'est qu'en fait, vous avez la définition scientifique d'un minéral. En fait, un minéral, c'est quelque chose qui a une chimie donnée, une géométrie donnée, qui a des propriétés données. Mais quand on parle de ressources minérales, on parle de ce qui vient de la mine. En fait, c'est une vieille définition. Et quand on parle de ce qui vient de la mine, c'est tout ce qui vient de la mine. Et du coup, les gaz, les pétroles, l'ambre, c'est des liaisons carbone-hydrogène, c'est des choses en fait qui sont de fait qui ne devraient pas être minérales au sens strict, mais qui vont l'être. Donc ça va rentrer dans les ressources minérales. Donc quand on dit ressources minérales, en fait, c'est toutes les substances utiles, à l'exception de l'eau. En fait, c'est tout ce qu'on arrive à sortir du sol, pratiquement. Donc ça, c'est la ressource minérale. Donc moi, je vais vous parler de ressources minérales. Alors, pas tout à fait. Je ne vais pas vous parler des pétroles. Moi, je ne vais pas faire l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est mon collègue Vincent Perrier qui vous l'a fait, donc il vous a fait l'énergie. Je ne vais pas vous faire l'énergie. Mais oui, c'est un gros truc des ressources minières, puisqu'on a effectivement, on a aussi l'énergie. Alors là, je vous ai mis en fait un classement de ce que peuvent être les ressources minérales. Alors c'est un classement, c'est mon classement à moi, il vaut ce qu'il vaut. Hein. En fait, de ce côté, j'ai mis les choses qui sont les plus faciles à obtenir. Et les choses les plus classiques dans les ressources minérales, c'est les matériaux de construction. Vous avez des pierres de taille, Couzon par exemple, donc là c'est des roches qu'on peut tailler, on peut en faire simplement des briques pour faire vos murets. On a les granulats, j'ai parlé de miribel-jonage, on récupère du granulat pour faire des bétons. Ça, c'est des choses qui sont simples, qui sont lourdes, et qui ne demandent pas tellement de traitement, quoi. J'ai une pelleteuse, je fais un trou, je prends mes granulats, et je vais les utiliser tels quels. Après, je vais utiliser des minéraux. Donc les minéraux, c'est ce qui compose des roches. Donc pierre de taille, tout ça, c'est des roches, ça va être des assemblages de minéraux. Là, je vais avoir affaire à des minéraux tout seuls. Donc je vais m'intéresser à un minéral pour sa propriété. Je prends par exemple le sel, parce que
pour saler mes plats. Donc je vais prendre, c'est un minéral, c'est une ressource industrielle, c'est un minéral. Il est facile aussi à extraire. Et puis quand je vais monter par ici, je vais avoir des choses qui sont plus dures à récupérer. En fait, c'est dans le minéral va m'intéresser un élément. Donc là, effectivement, les éléments, ils vont être un peu cachés dans le minéral. Il va falloir que je fasse un traitement un peu compliqué pour le sortir. Donc là, ça veut dire qu'il faut de la chimie, ça va être compliqué, va y avoir des processus. Hein. Il faut que j'arrive à un petit peu raffiner. Ma roche, elle n'est pas assez concentrée, il va falloir que je la casse. Je traitement chimique, je vais le déplacer, mon minerai, j'ai encore le travailler, quoi. Et donc, plus je vais partir à droite, là, plus ça va être compliqué, en fait. C'est des éléments, ils sont un peu cachés dans les roches, et ça demande beaucoup de traitement. Puis j'ai mis à part tout ce qui était pétrole, charbon, les liquides, les gaz, peut-être l'hydrogène. Bon, ça, c'est à part. Je le mets à part. Vincent Perry, il en a parlé. Ce qu'il faut voir, c'est que charbon, pétrole, en fait, c'est des énergies, elles sont faciles. Parce que pour le pétrole, j'exagère, mais je perce un trou, j'ai un liquide, je le prends, hop, je le transporte. Facile. Le charbon, c'est pareil, c'est facile. C'est des énergies, elles sont assez faciles. Ça qui est compliqué, c'est qu'on a des énergies, elles sont faciles, elles sont puissantes, et j'ai pas trop de trucs pour les remplacer, quoi. C'est un peu mon problème. Mais ça, c'est Vincent Perry. Je ne vais pas trop en parler. Il y a l'uranium aussi pour l'énergie. Donc ça, je ne vais pas trop en parler. Alors, juste une définition. Qu'est-ce que c'est un minerai? Alors, le minerai, en fait, bah, c'est un peu tout. C'est-à-dire, ça peut être une roche, ça peut être un minéral, ça peut être l'élément qui est caché dans la roche ou le minéral. Et un minerai, en fait, c'est quelque chose qui contient une substance utile et dont l'exploitation est rentable. Voilà, c'est ça un minerai. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de la mine, et que je peux transformer ou que j'utilise comme tel et qui est d'intérêt économique, qui est rentable. Ça, c'est le minerai. Il y a aussi deux autres trucs, c'est les gisements et les gîtes. Comment ça se voit un gisement et un gîte? En fait, c'est un endroit où on va trouver des ressources. Si c'est d'intérêt économique et que je peux l'exploiter avec profit, je vais appeler ça un gisement. Et puis si c'est pas d'intérêt économique, je vais appeler ça un gîte. Voilà, c'est la seule différence. Un gîte, un gisement. Et en fait, si vous regardez des cartes minières, c'est pas très compliqué. Là, c'est une carte minière. Donc on est près de l'Alsace. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a Mulhouse. Ici, j'ai mis, il y a Strasbourg là. Il y a Pelschbrunn, Markwiller, dont je vous parlerai tout à l'heure un petit peu. Et qu'est-ce qu'on met en fait sur une carte minière? Bah, on va mettre des carrés, avec aussi, vous voyez, il y a des limites comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers Mulhouse, bah, j'ai le carré orange. Si le carré il est gros, c'est que sans doute l'exploitation elle est importante. Si le carré est petit, bah, l'exploitation elle n'est pas importante, ou peut-être même c'est juste un gîte. Donc j'irai voir dans la légende de la carte. Donc j'ai une carte géologique qui est un peu avec moins de couleurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est les ressources. Et donc je vais avoir des gisements ou des gîtes. Et donc là, je sais que vers Mulhouse, bah, j'ai potentiellement ces éléments-là. Et puis si je regarde sur la carte, je sais que c'est du potassium et du sodium. Et la limite en orange, ça me donne la zone où potentiellement je peux en trouver, quoi. Donc, c'est ça. Vous pouvez ce soir aller chercher une carte minière, bah, vous verrez des points quoi, qui sont localisés sur une carte. Alors, les minéraux, les ressources minières, en fait, elles sont mais partout. Tous les jours, vous utilisez des ressources, en fait. Là, je vous ai mis un petit quiz. Alors, ça, c'est le quiz que je mets à mes étudiants. S'ils téléchargent la vidéo, là, ils ont l'examen. Là, je suis sûr qu'ils ne le feront pas. Ils ne feront pas trop de risques. Donc là, vous avez du cuivre natif. Donc le cuivre natif, c'est l'élément, en fait, qu'on trouve de manière naturelle, concentré, sur Terre. Donc ça, c'est facile, hein. Je le ramasse. En plus, c'est joli, je le vois, j'ai envie de le ramasser. Puis ça a des propriétés sympas quand même. Donc le cuivre natif, la garnérite, ça, c'est ce qui est plein de nickel. Donc c'est vert comme ça, hein, c'est joli. Là, j'ai mis du sable. Alors ici, vous avez deux zones. Là. Ici, il y a du sel et ici, il y a de la sylvine. La sylvine, c'est du KCl.
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le potassium, c'est pas le chlore qui va nous poser des problèmes. Ça, c'est une bauxite. Alors, les bauxites, des Baux-de-Provence, hein. Donc ça vient, le mot bauxite, le minerai, le nom du minerai vient des Baux-de-Provence. Parce qu'on était, la France, un des premiers exportateurs en volume d'aluminium. Et puis là, je vous ai mis un minéral gemme. Qu'est-ce que c'est un minéral gemme? C'est juste une qualité de minéral. Donc tout ce que vous avez en cabochon, boucle d'oreille, bague, c'est juste une qualité de minéral. Donc là, c'est du diamant. Le diamant, c'est super résistant. Alors, il faut que vous trouviez où ça aille, de quel côté. Alors, c'est simple, le cuivre, plein de propriétés sur toutes les choses conductrices, donc les câbles électriques, forcément. Garnérite, c'est du nickel. Le nickel, plein de propriétés technologiques pour des alliages, donc des tubes, vous voyez, il y a des reflets métalliques, donc on sent le truc déjà un peu de technologie. La sylvine, on va le traiter un peu parce que le Cl, on l'aime pas bien le Cl, mais on va faire de l'acide chlorhydrique avec. Mais le potassium, là, on va le récupérer, puis quand vous allez acheter un peu de potasse ce week-end chez un droguiste, c'est ça que vous achetez, hein. C'est du potassium. La sylvine, alors c'est bien, ça on le fait goûter aux étudiants. Quand vous goûtez la sylvine, c'est âpre, un petit peu. Alors que le sel, si vous goûtez la partie blanche, c'est salé, c'est déjà plus agréable. Et oui, ça, on va en faire du sel, hein, tout simplement. L'aluminium, on fait des matériaux riches en aluminium, des canettes, des quoi. Et puis le diamant, c'est sûr que vous l'avez croisé, parce que le diamant, en fait, évidemment, en joaillerie, c'est utilisé, mais le diamant, c'est tous les abrasifs. Vous faites un tunnel, vous faites un métro, vous faites un forage, vous allez couper des carreaux ce week-end, c'est sur la lame, il y a de la poussière de diamant dessus. Alors on va regarder quelques exemples. Donc je vais partir des choses les plus faciles. Je ne vous fais pas non plus les pierres de construction, ça c'est M. Davidet qui a dû vous le faire dans le cycle de... Hein? Il va le faire. Vous verrez, M. Davidet, je ne sais même pas si vous faites l'excursion, mais M. Davidet fait une excursion dans Lyon, elle est top, géniale. Demandez-lui de la faire. Elle est vraiment très bien. Donc les pierres de construction, ça vous voyez, hein, les lauses de Haute-Loire ne sont pas les mêmes que les lauses de Haute-Savoie. Mais bon, c'est des roches quand même. Les granulats, qu'est-ce que c'est? Les granulats, c'est des sables et graviers. À Miribel-Jonage, on avait de l'exploitation de granulats. Alors l'exploitation de granulats, elle est plus à Miribel-Jonage exactement, elle part un petit peu vers l'est. À quoi ça sert? On fait des bétons avec, on stabilise les routes, c'est ça le granulat. Le granulat, c'est, voilà, vous pelletez et vous faites des tas. Coup de bol à Lyon, nous on a fait, pour la construction à Lyon, un gros trou à Miribel-Jonage. Pour le coup, c'est plutôt pas mal, parce que ce gros trou, c'est quand même 4 millions de visiteurs par an. C'est pas mal, hein. C'est gratuit, ça coûte 4 millions quand même d'exploitation, 1 euro par personne, c'est pas cher. Des vastes plans d'eau, plein d'animaux sauvages, les oiseaux migrateurs qui viennent se poser à Miribel-Jonage. Et c'est un frein aux crues. En fait, il y a eu des terribles crues à Lyon. Et en fait, aujourd'hui, avant que la crue arrive à Lyon, Miribel-Jonage monte en eau. Et c'est tous des systèmes qui sont pas du tout mécanisés, c'est automatique. C'est-à-dire c'est juste un niveau qui monte, paf, vous remplissez une autre baignoire. Donc c'est des jeux de baignoire qui se remplissent, et la crue n'arrive pas à Lyon. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt bien, quoi. Ça c'est une activité, une ressource minérale, une activité minière, mais qui développe des choses qui sont écologiquement intéressantes, et puis même du bien-être pour les gens, puisqu'on est bien content le week-end d'aller à Miribel-Jonage, faire du vélo ou aller se baigner, quoi. Alors, des minéraux industriels, j'en ai mis 2 qu'on exploite encore en France. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis le talc de Luznac, dans les Pyrénées. Ouais, c'est des exploitations de talc. Alors le talc, c'est intéressant pour certaines propriétés industrielles, rhéologiques, pour des choses comme ça. Donc, peinture, plastique, on peut utiliser dans la nourriture. Pour de la rhéologie de matériaux. La rhéologie, c'est comment se comporte un matériel. Est-ce qu'il est élastique, plastique? Donc c'est des choses comme ça qu'on va utiliser. C'est un processus géologique dans une faille, dans les Pyrénées.
Qu'est-ce qu'on utilise aussi? L'andalousite, ça c'est à Glomel en Bretagne. Donc l'andalousite, c'est un silicate d'alumine. Donc ce qui nous intéresse, on va utiliser l'andalousite toute seule. C'est joli en plus les andalousites. C'est un minéral en fait, il est très riche en aluminium. Donc on va l'utiliser pour ses propriétés, parce qu'il y a beaucoup d'aluminium dedans. Et donc il y a des propriétés, pareil, des propriétés industrielles, potentiellement des activités, ici propriétés réfractaires. Donc vous allez à Glomel, centaines de personnes. On est quand même, à Glomel, on fait quand même 25% de la production mondiale d'andalousite. C'est pas mal. Donc ça, c'est des minéraux, c'est juste le minéral qu'on va utiliser. Donc c'est relativement facile, hein, vous faites des trous, vous concassez, il faut qu'on sépare le minéral. Alors, là où ça va devenir compliqué, c'est quand on va aller chercher des éléments qui sont cachés dans le minéral. Alors là, c'est un problème, pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un problème entre les volumes exploités et les teneurs. C'est pour ça que je vous ai mis un diagramme. Et c'est là que c'est important de comprendre ce que c'est la notion de tonnage et de teneur. Alors qu'est-ce que c'est la teneur et le tonnage? La teneur, c'est ici, là. Là, ici, on a pris comme exemple le molybdène. Donc je prends le molybdène. Tout ça, c'est des mines qui sont en Amérique du Sud. Je vais vous remontrer un petit peu les effets de la subduction. C'est la subduction andéenne. Donc ça, c'est tout des mines en Amérique du Sud. Et en fait, c'est deux diagrammes logarithmiques, peu importe. Vous avez la teneur en pourcentage de l'élément, le molybdène. Donc qu'est-ce qu'il fait le géologue? Je prends mon caillou, moi, je vais à mon laboratoire, je broie le caillou et je regarde quel est le pourcentage de cuivre dans ma roche. Donc je sais, par exemple, si c'est 100 grammes de roche, je sais que j'ai X grammes de molybdène. Et vous voyez, les teneurs, hein, elles sont pas BZF, hein, c'est 0,1 poids pour cent. Ça veut dire si je prends 100 grammes de roche, j'ai 0,1 gramme de molybdène. C'est pas beaucoup, hein. Et puis là, si vous regardez ici, c'est le tonnage. Alors qu'est-ce qu'il fait mon géologue? Donc il a pris ce caillou là, il l'a analysé, il connaît la teneur. Maintenant il va faire un tonnage, il va dire, bah, à peu près là, cette roche là, qui a une teneur de 0,1%, et ben elle est répartie sur quel volume? Donc je vais faire juste, le géologue, il va faire un calcul simple, hein, longueur, largeur, hauteur, il va faire un volume. Il va dire, bon, bah à peu près dans cette zone là, j'ai un tonnage, donc le volume de roche, où je vous prédis que j'ai bien une teneur à 0,1 poids pour cent. Et là, vous voyez que là, c'est le contraire, hein. Là, on n'est plus en... Ce n'est pas des petites tonnes, c'est des gigatonnes. Donc des milliards de tonnes. Donc là, on est dans des trucs qui sont très très riches, jusqu'à 10 gigatonnes. Donc vous avez des volumes énormes, mais pas concentrés. C'est un peu le problème. Ben, ça, avant, on n'arrivait pas à le faire. Mais comme les ingénieurs sont balèzes, ben aujourd'hui, on arrive à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez des camions qui déplacent des volumes énormes. Aujourd'hui, les plus gros camions, bon là, on est sur les 400 tonnes, mais c'est pas le plus gros camion encore. On va aller jusqu'à 4 tonnes et demie. Bon après, pour l'instant, il y a des problèmes techniques. On a un peu du mal à aller plus loin que les 4 tonnes et demie. Mais ouais, on va monter en volume. Et puis les pelleteuses, c'est pareil. Alors, les pelleteuses, c'est pas 400 tonnes, c'est 100 tonnes. Donc en 4 pelletés, je vous remplis un camion. Donc des pelleteuses énormes, des camions énormes. On réduit les déplacements, tout ça est géolocalisé avec un PC opérationnel. Allez, machin, tu vas à droite, à gauche. Donc ça, on rentabilise les coûts. Et du coup, on va pouvoir baisser les coûts d'exploitation. Et selon le prix du minerai, et ben, du coup, on va pouvoir exploiter des choses de manière rentable, qui ne sont pas très concentrées, mais dont les tonnages sont énormes, parce qu'on arrive à faire du volume, à faire du gros volume. Donc c'est là où sont les problèmes. Là, vous voyez, un siècle, on était à 15-25 grammes par tonne, 15-25 ppm, pour l'exploitation d'or, pour l'or. Ça, c'était rentable. Aujourd'hui, on va descendre très très bas, quoi. 1 à 4 grammes tonne en carrière, et dans les mines, on va baisser encore, quoi. Parce que justement, on va déplacer des volumes énormes. Et après, ce qui va être la contrainte, c'est la notion de minerai. Si c'est intéressant économiquement d'exploiter des gros volumes, même peu concentrés, on va y aller. C'est pas grave, parce que économiquement, c'est rentable. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, même si les teneurs diminuent. Et là, c'est un peu le problème. Là. Regarde, ça, j'ai pris le cours hier. Ça, c'est alors l'or,
c'est à la fois c'est un peu compliqué l'or parce que c'est une valeur refuge, mais en même temps c'est technologique parce qu'on utilise de l'or aussi pour ses propriétés. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez que ça monte, hein. Puis c'est pas prêt de s'arrêter, ça monte même beaucoup, hein. Hier, si je me suis pas trompé, kitco.com, l'once, on verra ce que c'est l'once, mais le gramme est à 88 €. Ça me paraît vraiment beaucoup, mais ouais, c'est le prix du gramme d'or. Ça me paraît beaucoup, mais c'est ça, hein. Mais vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, on fait que monter. Quand j'ai commencé ce cours là, on était bien plus bas, la moitié à peu près, 40 €. Donc ça monte. Bah, si ça monte, je vais pouvoir exploiter des zones qui sont très peu concentrées. Et ça, peut-être vous connaissez. Ça, c'est un artiste, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Cet artiste, Dylan Marsh, en fait, il va prendre des carrières, il va faire une photo de la carrière, et il va juste mettre, il va insérer le minerai raffiné qu'on a vraiment utilisé. Donc c'est ça le problème du tonnage et de la teneur. C'est que là, vous voyez, on a fait un gros trou pour utiliser en fait un truc qui n'est pas un gros volume. C'est plutôt un petit volume. Alors là, je vous ai parlé du cuivre, du molybdène, de l'or, qui sont déjà assez technologiques, hein. Mais on peut aller vers des choses qui sont encore plus technologiques. Alors, vous avez sans doute entendu parler des terres rares. Je vais reparler des terres rares juste après. Mais on prend le rhodium. Le rhodium, c'est un platinoïde. Donc il a des propriétés qui sont... Alors ces éléments-là, tout ce qui est terre rare, rhodium, etc., ils ont des propriétés de folie, quoi. Ils font des trucs absolument incroyables. Leur petit problème, c'est qu'ils sont assez peu concentrés. Ils sont encore moins concentrés que le cuivre et l'or. Donc il va falloir faire, pour avoir un petit peu, il va falloir faire des gros tonnages. L'autre problème qu'il y a, c'est que ceux-là, là, comme ils sont ultra technologiques, tout le monde les veut, et comme il n'y en a pas beaucoup, bah, les prix, en fait, ils sont très variables. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les terres rares et les choses qui sont hyper technologiques. Il y a des variations des prix, mais des trucs incroyables. Parce qu'il y a une spéculation de dingue dessus. Et puis des fois, il se passe des choses bizarres. Alors prenons le rhodium. Alors le rhodium, c'est ce qui est le plus cher aujourd'hui. Alors c'est donné le prix. Le prix, c'est en dollars l'once. Alors l'once, c'est pas l'once anglophone, c'est l'once 2,3. L'once 2,3, on l'utilise pour les minéraux, enfin les minerais précieux. Pour tout ce qui est précieux, c'est l'once 2,3. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'once 2,3, ça vient potentiellement, c'est une unité qui est européenne, potentiellement de la ville de Troyes. Donc ça, c'est quand vous parlez en once 2,3, en fait, vous êtes sur la base de 31 grammes. L'once anglophone, elle est à 28-35 grammes. Donc vous ne vous trompez pas, hein, quand vous achetez 1 kg de rhodium, il faut savoir à quelle unité vous êtes. Et là, vous voyez, en fait, donc ça, c'est la cotation. Donc là, c'est raffiné, hein. Donc là, vous avez fait un traitement chimique pour avoir de la poudre qui a des teneurs en rhodium qui sont assez élevées, quoi. Et vous voyez que les prix, ils peuvent aller assez haut. Et en fait, ça, c'est le temps. Donc 1992, 97, 2002, 2007. Ici, là, qu'est-ce qui se passe, là? Bim! La communauté européenne pose une norme anti-pollution avec utilisation de pots catalytiques. Merde, il nous faut du rhodium pour faire des pots catalytiques. Et bien du coup, tout le monde veut du rhodium. Bam, les prix, ouf, ils explosent. Alors là, évidemment, les gens, ça les intéresse, donc ils vont aller chercher des gisements, et puis ils vont commencer à arriver de la production de l'Afrique du Sud. Donc la production augmente, les prix redescendent. Bim, les Russes décident de plus donner de rhodium. En gros, le rhodium, ça se répartit entre l'Australie, l'Afrique du Sud, les Russes et peut-être un autre pays. Donc c'est très peu de pays qui fournissent le rhodium. Bah, si les Russes donnent plus d'importation, bah bam, ça remonte. Reprise, ça redescend. Et puis maintenant, comme tout le monde veut du rhodium, bah ça monte. Ça monte tellement qu'aujourd'hui, bah, on en est à des prix qui sont... le rhodium, c'est le plus cher. C'est un des plus chers. Les terres rares, bah, c'est pareil, sauf qu'ils sont chimiques. Oh, c'est pareil, c'est pas pareil. Chimiquement, c'est un peu différent. Mais ils ont la même particularité. C'est des éléments qui sont avec des propriétés de full rail. Moi, je me suis acheté un aimant en rhodium, parce qu'on en a besoin pour les
pour voir s'il y a des oxydes de fer, les météorites, tout ça. Et les aimants au néodyme, ça coûte pas cher, mais c'est hyper puissant. Alors j'ai mis quand même un petit... si vous avez un pacemaker, vous ne jouez pas avec un élément au néodyme, c'est ça, vous allez mourir. C'est hyper puissant. Et vous voyez, il y a plein de gens là sur les bords de Saône, ils vont jeter des fils avec ces aimants là, parce que ça remonte à 350 kilos. Mais ouais, un tout petit aimant comme ça, vous pouvez attirer un truc qui fait, ouais, 300, ça monte à 600 kilos. C'est un truc de dingue, hein. Et ça, vous pouvez l'acheter, hein, vous, dans le commerce, il n'y a pas de problème. Et puis, vous irez ce week-end chercher des trucs dans la Saône. C'est ça, quoi. Donc ça, et tout cela, là, tous ces éléments-là, ils ont des propriétés qui sont hyper intéressantes. Donc, et les prix vont augmenter, diminuer. Alors, les industriels, ce qu'ils font, en fait, c'est que des fois, ils ont besoin d'un élément, et quand les prix sont trop hauts, ils vont chercher un processus industriel avec un autre élément, parce que quand c'est trop cher, il y a un moment quand même, donc ils vont changer, ils vont essayer, donc paf, les prix s'écroulent, parce qu'on n'a plus besoin de l'élément, ça c'est un peu. Là ici c'est la production de terres rares au cours du temps, et qu'est-ce que vous voyez, qui écrase le marché aujourd'hui? La Chine. Les Chinois, ils ont un des meilleurs gisements au monde, et en plus qu'ils ont fait les Chinois, parce qu'ils sont assez forts quand même, ils ont un peu détruit la concurrence. Donc ils ont détruit la concurrence quand il n'y avait pas trop de demandes, et puis aujourd'hui, comme il n'y a plus de concurrence, bah là ils ont quand même, sur le marché, ils sont quand même assez puissants, quoi. Donc si les Chinois ne nous donnent plus de terres rares, bah, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas un problème. Les terres rares, c'est un autre problème, c'est que ça va être mélangé aussi avec des éléments qui sont radioactifs, comme les monazite qui sont des phosphates de terres rares. Donc voilà, c'est toujours un problème des éléments radioactifs, ça pollue un peu, quoi. Alors, on va faire un peu de géologie. Mais pourquoi les éléments ils sont pas concentrés? En fait, de base, si vous prenez la formation de la Terre, les premières planètes, rien n'est concentré, quoi. Rien, tout est réparti de manière homogène. Et en fait, ce qui se passe au cours du temps, déjà le fer nickel, lui, il est tombé, du fait du poids, est tombé au centre de la Terre, et les volatiles sont plutôt remontés. Donc déjà, il y a de la différenciation, mais de base, il n'y a jamais, on ne peut pas trouver de l'or concentré. C'est compliqué, il y a des éléments comme le beryllium, le vanadium, le chrome, ça se trouve jamais sur Terre, vous n'avez aucune chance de trouver du chrome et du vanadium. Mais coup de bol, il y a la tectonique des plaques sur Terre. Qu'est-ce qu'elle fait la tectonique des plaques? Elle fait des processus hétérogènes. Et les processus hétérogènes, géologiques, hein, et ben, comme ils sont hétérogènes, ils n'assigent pas pareil sur les éléments. Et donc, plein de processus hétérogènes qui vont faire que on va concentrer des éléments. Genre, la fusion partielle. Comme son nom l'indique, elle est partielle. Donc il y a des éléments qui vont rester, et il y en a qui vont partir. Ça c'est bien, parce que les éléments qui vont rester, ils vont se concentrer dans la roche qui reste. Mais ils vont se concentrer dans la roche qui part. Et puis après, il y a un truc qui s'appelle la cristallisation fractionnée. C'est exactement la même chose que la fusion partielle, mais à l'inverse. Ça, c'est sur une propriété qui est le point de fusion des minéraux. Donc si votre point de fusion il est élevé, bah, vous êtes le dernier à fondre. Mais si votre point de fusion il est élevé, bah, vous êtes le premier à cristalliser. Et il y a aussi une autre, dans le magmatisme, il y a aussi une autre, propriété qui est géniale. Alors ça, c'est pas le point de fusion des minéraux, c'est la compatibilité, l'incompatibilité des éléments. Il y a des éléments qui n'aiment pas les minéraux, parce qu'ils ont des propriétés de volume, électronégatives, etc. Donc ils ne vont pas aimer les minéraux. Donc s'ils voient un liquide, ils plongent dedans. Bah, ils ne peuvent pas plonger, ils ne peuvent pas traverser toute la roche, plonger dans le liquide magmatique, mais s'ils sont pas loin, au bord du minéral, et qu'ils voient un liquide magmatique, bim, ils plongent dedans. Et donc les liquides magmatiques, ils vont être pleins d'éléments incompatibles, et quand le liquide va cristalliser, eh ben, ils sont toujours incompatibles, donc ils vont rester dans le dernier des derniers liquides à cristalliser. Et dans les granites, il va y en avoir plein. Donc le beryllium, pareil. Donc ça, c'est le magmatisme. Tout ce qui est circulation fluide. Alors dès que vous avez des fluides qui circulent, vous avez de la dissolution, et puis plus loin de la précipitation. Ça dépend de plein de paramètres, mais du coup, il y a des éléments, bah, ils vont, selon le fluide qui passe, ils vont être faciles à dissoudre. Et puis peut-être qu'à un moment donné, paf, il y a des conditions qui sont super bonnes pour eux, ils vont précipiter dans un minéral, ils vont faire un truc. Donc solubilité, précipitation, ça aussi c'est très hétérogène, et ça marche très bien sur Terre parce qu'il y a des liquides chauds, mais il y a aussi des liquides froids. L'altération, c'est un liquide froid. Bah, ça fait ça en fait. Donc ça c'est cool.
tout ce que j'ai comme circulation fluide, ça me concentre les éléments. La gravité, bah oui, si les plus lourds vont aller vers le bas, bah les plus légers vont aller vers l'eau. Ça marche dans l'eau, ça marche dans les magmas, ça marche dans tout, partout où il y a de la gravité, ça va marcher. La déformation hétérogène à toutes les échelles. Quand je déforme, bah, je vais faire des failles. Et bah, dans la zone de faille, il se passe des trucs. Là aussi, comme c'est hétérogène, il y a des zones où je vais localiser des processus. Donc ça va encore me localiser des trucs de manière hétérogène. J'ai mis un truc, alors ça c'est pas tout à fait un processus hétérogène géologique, mais s'il y a de la tectonique, que j'ai un océan, puis que je le ferme, que je lui apporte plus d'eau, bah, l'eau s'évapore, je vais concentrer mes ions, bah, je vais faire toutes les roches évaporitiques, donc le sel par exemple, la sylvine, donc ça aussi. Mais ça dépend toujours de la tectonique des plaques, quoi. Donc coup de bol, en fait, les ressources minières, ça n'arrive jamais. C'est une géologie qui est canularesque un peu. C'est un truc, ça arrive pour que j'ai vraiment la bonne concentration et tout ça. Faut que j'ai vraiment de la chance, quoi. Et du coup, il y a des pays, ben, ils ont cette chance-là. Ils ont le truc qui arrive jamais, quoi. Alors si, nous, ça dépend. Pour certains trucs, quand même. Et voilà, c'est pour ça que les ressources sont inégalement réparties, parce que c'est une géologie improbable. Ça arrive des fois, mais pas toujours, quoi. Alors nous, et en plus, ça peut être multi-événements. Parce qu'on peut avoir un processus géologique qui se passe à un temps donné, et puis 2 milliards d'années, nous on a 4-5 milliards d'années, 2 milliards d'années après, il se passe un autre processus géologique. Et peut-être encore 100 millions d'années après, il s'en passe un troisième. Et vous avez la chance, pam, pam, vous avez les 3 bons processus, nickel. Alors on va regarder par exemple les porphyres cuprifères. Porphyre, ça veut juste dire granit. Les porphyres, c'est 2 tailles de grains. Donc les granites, vous savez, il y a des gros feldspaths. Donc on dit porphyre cuprifère parce qu'ils sont riches en cuivre. Porphyre cuprifère. Et comme ils sont riches en cuivre, mais la vérité, c'est qu'ils sont aussi riches en molybdène, potentiellement en or. Donc c'est bien les porphyres cuprifères. Regardez une carte du monde, la localisation des porphyres cuprifères, de teneur économiquement intéressante, aujourd'hui. Ben c'est localisé quand même, hein. C'est localisé tout sur la côte. Alors il y en a un petit peu ailleurs, mais si on prend rien que cette partie du monde, on voit quand même que le Chili, le Pérou, les États-Unis, ils se taillent quand même la part belle des porphyres cuprifères. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe de ce côté de la Terre? Ben, il y a une subduction. Ça ne vous a pas échappé. Là, on a une subduction. C'est quoi une subduction? Une subduction, bah, c'est la croûte océanique. Donc ça, c'est une coupe verticale géologique. On a la croûte océanique qui plonge. Et puis, en fait, la croûte océanique, elle a un peu d'eau quand même. Et à 100 km de profondeur, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle aime pas bien rester dans les minéraux parce que les volumes diminuent, donc l'eau, elle va partir. Tout ce qui est amphibole, ces genres de minéraux, ils vont perdre leurs OH. Ça va devenir des pyroxènes. Les OH, ils vont partir. Et les OH, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Ils vont hydrater le manteau, le coin de manteau qui est ici, là. Une fois qu'il est hydraté, il n'a plus la même température de fusion. C'est pas évident, mais quand on met de l'eau sur une roche, en fait, elle fond plus facilement. Donc, bim, vous changez le point de fusion de la roche, donc elle va fondre. Paf, de ce côté, c'est des continents, c'est pas de la croûte océanique, donc un truc qui fait 30 km d'épaisseur. Donc vous allez coller du magma ici, donc il y a de la fusion de la croûte continentale, ça va repartir en hauteur, et là il y a un granit qui va se mettre en place. Et ce granit, quand il se met en place, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va faire du métamorphisme. Et du coup, en fait, ici, il va se passer plein de trucs, il y a des circulations hydrothermales. En termes de processus hétérogènes, là j'ai banco, hein. Bah déjà ici, là, j'ai des circulations fluides, donc le manteau sous-continental, il va avoir des problèmes, il va avoir des fluides qui circulent dedans, donc il y a des dissolutions, précipitations. J'ai de la fusion, bam, fusion partielle, c'est bon ça pour concentrer les minéraux. Refusion partielle peut-être même, cristallisation fractionnée, très bien, donc je reconcentre encore mes éléments. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Quand mon granit il se met en place, ben, il va chauffer des roches, donc il y a de l'eau dans les roches, donc il va mettre en circulation ces eaux, les eaux chaudes elles vont monter, les eaux froides redescendre, et puis j'ai même un peu d'eau qui vient de là en fait,
pas beaucoup, j'ai 2% d'eau. Si je prends 100 grammes de roche, j'ai 2% d'eau. Mais c'est beaucoup, 2% d'eau dans une roche. Donc là, j'ai beaucoup de... Donc j'ai des fluides magmatiques, j'ai des fluides météoriques, et puis j'ai des fluides métamorphiques, puisque quand je vais chauffer une muscovite, une argile, c'est pareil, les OH, quand, quand la roche elle change de température, ils n'aiment pas rester dans le minéral, donc ils vont partir en eau, quoi. Donc là, c'est la fête au village de l'eau. Donc là, j'ai des circulations hydrothermales, et donc ça va circuler, ça va circuler. On va faire un petit zoom dans cette zone-là, juste pour regarder un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a différents niveaux de température. Il y a différentes températures. Quand je suis près du bord, là, effectivement, j'ai des gros gradients de température, puis je m'éloigne, plus ça diminue. Donc je ne vais pas précipiter les mêmes éléments aux mêmes endroits. Et vous voyez, en fait, le granit, quand il arrive, bah, il va cristalliser. Puis vous voyez, il y a des petits paquets là, qui partent là, tout seuls. Ça s'appelle des pegmatites. La pegmatite, c'est la top des roches. Pourquoi? Parce que la pegmatite, c'est le dernier des derniers liquides à cristalliser. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Les éléments qui sont incompatibles. Ils n'aiment pas les minéraux. Donc eux, ils vont rester dans les liquides magmatiques. Mais il y a un moment, quand ça cristallise, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc là, les éléments incompatibles, il y a un moment, ils n'ont pas le choix. Ça cristallise. Bah, il faut qu'ils aillent quelque part. Donc ils vont trouver un minéral. Et ils vont être pris dans un minéral. Donc là, les pegmatites, c'est trop génial, parce que c'est le dernier des derniers liquides à cristalliser. Donc il va être plein d'éléments incompatibles, hyper concentrés. Et puis j'ai des circulations de fluides. Alors plein de circulations fluides, il faut voir que le granit, quand il se met en place, il va faire des fractures, il va tout casser un peu. Et on va faire un truc qui s'appelle un stockwork. Alors, le stockwork, je vais vous montrer ce que c'est un stockwork. Ça fait chouette, stockwork. Pour le Scrabble, vous pourrez le noter. Le stockwork, c'est juste un réseau de failles. Il y a beaucoup de failles. C'est bien pour la circulation d'eau, parce que quand il y a beaucoup de failles, c'est poreux, quoi. Donc, je vais avoir la porosité, perméabilité, parce que c'est connecté. Donc les fluides, ils vont pouvoir se promener. Donc si j'ai des gradients de température des fluides, je vais pouvoir lessiver tout ça. Donc je vais lessiver, ça dure longtemps, hein. C'est pour cristalliser un granit. Ça peut durer plusieurs millions d'années, il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir faire de l'hydrothermalisme pendant longtemps, et donc de la précipitation hétérogène et de la dissolution hétérogène, pardon, et de la précipitation hétérogène. Donc là aussi, je vais encore reconcentrer des éléments potentiellement qui viennent d'une pegmatite où c'est déjà concentré pas mal. Donc là, c'est bon ça pour nous. Vous voyez, j'ai mis différents types de minéraux, mispickel, cassitérite, galène. Et ça, en fait, ça c'est un stockwork. Ça, c'est un stockwork. Donc, à quoi ça ressemble un stockwork? Bah, vous voyez, c'est plein de failles. C'est plein de failles. Et puis, donc, ça fait des joints. Là, vous voyez que j'ai du quartz qui a cristallisé. Ici, j'ai des petites pyrites. Les pyrites, alors, c'est pas de l'or. Hein. Mais la pyrite, c'est bien parce que la pyrite, c'est un sulfure de fer. Et quand j'ai des sulfures, eh ben, je vais avoir des fluides très agressifs. Un peu comme des acides, quoi. Et en fait, si j'ai de l'or, ça bouge pas. Hein, parce que c'est un truc costaud. Hein. Faut déjà y aller, ça. Vous pouvez mettre de l'or dehors, et vous revenez dans 2 jours, il sera toujours là. S'il n'a pas été volé, il peut pleuvoir dessus, il ne se passe rien. Et ben en fait, ces fluides agressifs-là, ils vont arriver à dissoudre l'or. Donc si je vois des sulfures comme ça, je me dis, waouh, banco, j'ai les bons fluides pour dissoudre de l'or. Ou même des trucs comme le rhodium, qui sont des trucs super costauds. Donc ça, c'est bon, ça. Quand je vois un stockwork comme ça, je suis assez content. J'ai des sulfures, donc là, tout est bon, là. Je vais faire une analyse, un tonnage, etc. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que du coup, ben, ça, c'est pas un petit granit. Hein. C'est des granites, je sais pas, c'est 10 km sur 1 km, peut-être même plus encore, avec des réseaux de failles énormes. Donc là, j'ai des tonnages qui sont énormes. Des tonnages énormes. Bon, ça, il se passe ça. Et puis, mon granit, il est érosé. Mon porphyre cuprifère, il vient à la surface. Et puis, bah, tout ce qui est érodé part dans les rivières. Et ben dans les rivières, qu'est-ce qui se passe? Dans les rivières, là, j'ai 2 coupes de rivières, une coupe vue de dessus, une coupe vue en coupe. Une coupe vue en coupe, pas très bien. Ça, c'est ma rivière vue en coupe, et ça, c'est ma rivière vue de haut. Qu'est-ce qui se passe dans une rivière? Donc, elle, plus haut en amont, elle érode mon granit et mon porphyre cuprifère. Et donc, elle va emporter des éléments. Et ben, il va y avoir aussi un tri gravitaire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez, en fait, quand une rivière, elle descend comme ça,
le point B, là, c'est la partie où vous allez avoir un courant très rapide, et ça va vous faire une petite falaise comme ça érode pas mal. Au contraire, dans l'intérieur du virage, la vitesse est plus faible. Donc là, vous allez déposer. Et vous voyez que même votre placer, là, en fait, votre placer, il a une espèce d'asymétrie. C'est-à-dire que les grains dans le placer, il y a un granoclassement dans le placer aussi. Donc ça, c'est la fête au visuel. Qu'est-ce que je vais faire quand j'ai un placer comme ça? Bah, je vais prendre un chapeau chinois. C'est un chapeau chinois, c'est la vingtaine d'euros. Hein. Je prends un chapeau chinois, et puis je vais prendre une pelle, je vais prendre un bout de mon placer, je le mets dans mon chapeau chinois, je tourne, et par gravité, bah, les plus lourds, ils vont aller au centre du chapeau chinois, et puis les plus légers vont sur le bord. Et généralement, ce qui vous intéresse, c'est les plus lourds. Genre l'or, c'est 17, 17 de densité, ça vous allez facilement le séparer. Et donc, de manière facile comme ça. Donc là, c'est encore un deuxième processus. Donc peut-être vous avez déjà concentré l'or dans des porphyres cuprifères, eux-mêmes qui ont été érodés, donc vous allez les chercher après dans la rivière. Donc vous allez regarder tous les bassins versants des porphyres cuprifères, et vous allez descendre toutes les rivières qui partent des porphyres cuprifères. Et donc là, j'ai potentiellement un deuxième phénomène. Et donc c'est ça en fait qu'il faut bien comprendre, c'est que ouais, la géologie minière, c'est quand même quelque chose, c'est assez, ça n'arrive pas tous les jours, quoi. Et donc quand je veux trouver des endroits, bah, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors maintenant que vous savez tout ça, ouais, on peut discuter un peu qu'est-ce que c'est un pic. Ça, vous avez vu avec Monsieur Vincent Perrier. Alors un pic, ben, globalement, c'est ça. Nous, on a la production mondiale possible. Ok? Ça, c'est la production au cours du temps. Alors, nous, on est dans cette partie de la courbe. Eh ben, il y a un moment, on a trouvé les meilleurs gisements, ils ont été trouvés, quoi. Il y a des trucs faciles, quoi. Le cuivre natif, c'est facile de le trouver. Ah, maintenant, trouver du cuivre natif, c'est déjà plus dur. Donc c'est ça le problème, en fait. Quand les gisements les plus intéressants, ils ont été trouvés, bah, ça devient dur, quoi. Alors, il y a d'autres gisements, on trouve toujours des gisements, mais c'est plus compliqué, quoi. Ça va me demander plus d'énergie. Ils sont peut-être moins concentrés. Et du coup, il y a un moment, alors ça, c'est connu depuis les années 70, hein. Ça, c'est pas un truc nouveau, les pics. Et à un moment, on arrive là. Quand on arrive là, c'est dur de ne pas redescendre. Il y a un moment, pour le cuivre, c'est foutu. On a passé le pic du cuivre. On a passé le pic des phosphates. On a passé le pic du pétrole. Alors, les gens, la plupart du temps, parce qu'on connaît ça depuis les années 70, les gens, par exemple, le pic du pétrole, on dit plutôt, ah, le pic du pétrole, mais depuis le temps que vous nous dites que c'est le pic du pétrole, on ne le voit jamais. Qu'est-ce que vous faites, les géologues? Bah ouais, mais alors le problème, c'est qu'on l'a déjà passé, le pic du pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme les ingénieurs sont balèzes, ils vont trouver un peu de technologie pour aller chercher plus loin. On va faire des gaz de schiste et tout ça. Donc ce qu'on fait, on va décaler un petit peu le pic. C'est pas une notion. Je peux pas vous dire, le pic, c'est pour demain. Ça, je suis pas capable de vous le dire. Je peux vous dire, là, dans 30 ans quand même, ça va être compliqué. Peut-être même dans 2 ans. C'est ça qu'on peut dire. Et en fait, c'est ça tout le problème, c'est qu'en fait, ce pic-là, on arrive des fois à le décaler. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on est capable de mettre, puisque la notion de minerai, c'est une notion, quelque part, spéculative. C'est-à-dire, si les gens sont prêts à payer plus cher, on peut décaler encore le pic. Mais vous voyez qu'on on le décale pas loin quand même. Hein. On décale un peu, mais... Donc ça, c'est le pic du pétrole. Donc ça, c'est le Shift Project. Donc ça, le Shift Project, alors, le problème des données, aussi, c'est que c'est des données, c'est pas comme le GIEC. Hein. Si vous voulez toutes les données sur les températures, etc., c'est facile. Parce qu'on a des gens, des services publics qui vous le donnent gratuit. Les pics du pétrole, du cuivre, tout ça, c'est des industries minières qui ont les données. Donc elles ne nous les donnent pas comme ça, quoi. Bon, vous voyez quand même qu'on a des relations assez fortes avec des gens qui travaillent avec les miniers, donc ils filent les données quand même quelque part. On est bien au courant des données, on a quand même des idées, quoi. Alors, regardez la date du pic. Alors le pic, il est par là. Hein. C'est pas très loin quand même. Hein. Alors on sait que ces gens, ils peuvent se tromper. Hein. Même Jean Convici, hein, il est très fort. C'est un polytechnicien et tout ça. Il peut pas vous assurer à quelques années près où est le pic, quoi. Mais enfin, on s'en rapproche quand même. Ça veut dire que là, le pic, là, c'est quand même pour nous. Hein. Donc là, on s'en rapproche dangereusement du pic. Donc quand on arrive au pic, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix vont s'enflammer, quoi. Ça veut dire que là, même si vous demandez du pétrole, il n'y en aura pas.
Parce que les industriels, les gens qui vont chercher le pétrole, ils ont déjà trouvé tous les sites qui étaient faciles à trouver. Donc ça va leur prendre du temps de trouver des gisements qui sont plus compliqués à trouver, qui sont plus chers. Donc il va y avoir un délai. De toute façon, il y aura un délai d'attente. Donc il y a un moment ou un autre, les prix, le pétrole, il va falloir qu'on se calme. Donc là, ça veut dire qu'il y en a tout intérêt à anticiper les pics. Pourquoi? Parce que ça sera bon pour le réchauffement de la planète, mais aussi parce que ça sera bon pour nous. Parce que si on n'anticipe pas les pics, on les subira, quoi. Il veut plus avancer. Ça, c'est le pic du cuivre. Alors c'est pareil, hein. Il y a plein de gens qui vous disent ouais, mais j'y crois pas, le pic du cuivre, on va trouver des trucs. Quand même, si on regarde, ça c'est le pic du cuivre, et ça c'est la pente de ce qu'on potentiellement on est parti pour exploiter. C'est aujourd'hui, si on continue à exploiter comme on exploite, nous on est plutôt sur cette pente. Mais le pic, on n'en est pas loin quand même. On est par là. Mais il y a un moment, quelque part, on va y arriver sur ce pic. Et vous voyez que c'est pas bon parce que non seulement on va arriver au pic, c'est-à-dire qu'on décroisse, mais en plus, quand on a plutôt tendance à faire le contraire. C'est que nous, on augmente notre consommation. Donc ça, c'est pas très bon les pics. Toujours pareil, hein. On peut se tromper à quelques dizaines d'années près. Hein. C'est compliqué de savoir où est le vrai pic. Mais quand même, les données, elles sont pas rassurantes, quoi. Ça veut dire quand même qu'on n'est pas loin des pics. Alors pourquoi on ne voit pas cette folle augmentation de consommation des ressources minières? C'est vrai, moi dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. À Lyon, bof, même en France. Alors à quoi ça ressemble une mine? Ça c'est une mine. Alors une mine, en fait, c'est assez simple. On va faire un trou généralement. Ça c'est une coupe verticale. Là j'ai mis un minerai. Donc la minerai, c'est la roche qui est intéressante économiquement, mais moi le truc qui m'intéresse, c'est le truc rouge. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un trou, potentiellement un puits, donc je vais avoir un petit derrick comme ça avec des ascenseurs. Donc je descends, j'ai des camions, tout ça, je vais essayer de récupérer ça. Et puis en fait, je vais commencer à faire un premier processus industriel pour séparer le rouge du gris. Le gris ne m'intéresse pas beaucoup, parce qu'il n'est pas d'intérêt économique. Donc je vais le mettre en tas. Moi, je vais partir avec ça, puis je vais aller le vendre quelque part. Souvent, dans le processus industriel, on utilise de l'eau parce que pour des problèmes de séparation gravitaire, etc., on va utiliser de l'eau. Okay. Donc ça, c'est un peu ce qu'est une mine. Vous voyez qu'il y a des risques géotechniques, c'est-à-dire que les mineurs, il faut quand même qu'ils aient bien travaillé parce que sinon, il peut y avoir ça peut se casser, il peut y avoir pas mal de problèmes, des éboulements, etc. Il y a des risques de pollution aussi, parce que si mon eau, par hasard et par surprise, je la relâche comme ça dans la nature, comme elle a servi à des processus industriels, généralement, elle a séparé des éléments, peut-être qui sont toxiques, donc il faut que je fasse attention à cette eau-là, à ne pas la perdre. Donc le processus industriel, c'est vrai qu'il est visible, il va y avoir des trous, il y a des usines avec du gaz, etc. Donc c'est vrai que c'est le truc qu'on n'aime pas avoir près de chez soi. Si on regarde la production minière en Europe, enfin dans le monde, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? En fait, tous les pays du monde, ils augmentent leur production de ressources minières, enfin tous les pays, tous les groupes de pays, les continents. Et en Europe, par contre, c'est le seul truc, c'est pas ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? On diminue notre activité minière. C'est-à-dire que nous, en Europe, on n'a pas beaucoup d'activité minière et on la diminue. Par contre, il y a des pays, vous voyez, il y a des très très forts taux d'augmentation. J'y arrive même plus. Pourquoi il ne veut pas avancer? Merde. Ça, c'est un petit diagramme qui vous montre ce qu'on produisait dans les années 90 en France, en Allemagne, et ce qu'on produit aujourd'hui. Le fer, on produisait du fer au Royaume-Uni, on en produisait en France, on en produisait en Allemagne. Aujourd'hui, on ne produit plus rien. Le plomb, le cuivre, le charbon. En fait, on produit plus grand-chose. Même en France, on n'a pas tellement de production minière.
c'est fini. Hein. Donc, en fait, tous les pays européens, ils ont tendance plutôt à diminuer leur production. Ah, ça a été un peu vide là. En fait, il reste très peu de mines en France. Ça, j'ai été le voir cette semaine-là, pour être sûr de ne pas me tromper. 2024, 123 sites miniers. Et quand on compte les 123 sites miniers, on prend des sites qui sont aussi en Guyane. Donc du coup, on n'en a pas beaucoup en France. Hein. Donc on en a très peu. Hein. En fait, on a très peu de production. Alors ça, c'est même si on regarde sur les cartes géologiques, ça c'est la carte géologique 5e édition, publiée en 1963. Et ça, c'est la dernière édition, publiée en 96, republiée en 2003, corrigée. Donc ça, c'est la carte de France. C'est pas une carte qui a vocation à être une carte minière. C'est une carte vraiment pour les étudiants. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, sur la vieille carte, on voit quand même ce trait noir là, qui en fait était le sillon houillé, c'est-à-dire c'est là où il y avait du charbon, quoi. Quand même, Courrières, hein, 1100 morts, une des catastrophes les plus importantes d'Europe en termes d'exploitation minière. Qu'est-ce qui reste sur la carte de France de 1993? Rien. Il reste rien du tout. Ça, c'est toujours la carte. On voit le sillon houillé là, donc ça c'est l'Alsace. Hein. Vous voyez ici, il y a Strasbourg est ici. Il me reste encore le sillon houillé. Ici, il y a quand même Merquevillers, Pechelbronn. Alors Merquevillers, pour la petite histoire quand même, le baril, les 160 litres, c'est une unité alsacienne. C'est un truc de dingue. 160 litres, en fait, c'est un truc qui était utilisé en Alsace, qui était utilisé au XVIIIe siècle. Puis en Pennsylvanie, les techniques pétrolifères. C'est des techniques qui sont moyenâgeuses quasiment et qui sont françaises. Ça, on a un peu oublié. On a quand même... On a des anciennes exploitations. En fait, nous, en Europe, on est plutôt dans le post-mine. C'est-à-dire qu'on gère des choses qui sont après la mine. Ça, c'est des documents que j'ai sortis. Donc ça, c'est le sujet du CAPES 2017. Donc le CAPES, donc tous les étudiants de chez nous là, qui veulent être enseignants en collège-lycée. Donc donc vous avez Mulhouse. Et en fait, qu'est-ce qu'on regarde? Là, les triangles bleus, là, c'est les terrils. C'est le truc qui n'est pas intéressant économiquement, que vous mettez en tas. Et donc c'est ça ce qu'on exploite. C'est une roche, on fait un peu du plastique. Donc vous avez le NaCl ici, et la sylvine ici, là, celle qui a le goût un peu âpre. Donc c'est elle qu'on utilise pour les engrais. Et alors, cette zone-là, effectivement, c'est une grande nappe phréatique, en fait. C'est une nappe phréatique qui alimente en eau beaucoup de gens. Et en fait, qu'est-ce que vous regardez? Ici, là, les zones rouges, c'est des zones où il y a trop de sel. En fait, l'eau, elle n'est pas propre à la consommation parce qu'elle est trop salée. Du coup, elle n'est pas potable. Et donc, il y a une corrélation. On voit bien que c'est bien les terrils qui ont pollué l'eau potable, quoi. Donc, on ne peut pas la boire. Donc ça, c'est un problème. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Du coup, on va trouver des solutions à ces terrils. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ces terrils, on va les... Dans la terril, ça ressemble à ça. Hein. Donc ici, il y a tout un patrimoine minier. Hein, donc on le garde pour faire plutôt des visites. Il y a des musées, etc. Et puis les terrils, ils sont là. Hein. Et donc en fait, les terrils, c'était ce qui n'est pas intéressant économiquement parce que c'était pas assez riche en sylvine et pas assez riche en sel. Mais il y en a quand même un peu du sel. Et ici, il n'est pas protégé. Le sel, il part dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler des géologues qui vont trouver des solutions pour ne pas polluer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement... donc ça, c'est un terril. Hein, un autre terril. Il y a une solution simple. On va simplement étanchéifier le terril. Donc on va étanchéifier le terril. On va mettre des plantes dessus qui vont bien stabiliser le tout. Donc ça, on va en fait éviter que les éléments du terril partent dans les nappes phréatiques. Ça, on sait faire. Il y a des techniques. Hein. Donc ça, on peut faire. Et on l'a fait pour limiter la pollution. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Il y a d'autres techniques. Je vais pas toutes les détailler. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on... oui, c'est vrai, quand on a des processus miniers, il faut penser au post-mine. Alors, il y a aussi
des tas de post-mines en France. Un autre exemple, parce qu'il est assez... il est pas terrible en termes de concentration d'éléments qui sont dangereux. En fait, il y a une mine pas très loin de Carcassonne, qui est dans la vallée de l'Orbiel, et c'est en fait une mine qui s'appelle Salsigne des mines. Et cette mine, en fait, elle a fait une grosse production en or. C'est un endroit qui est assez riche en or, parce qu'on a eu la chance que des processus géologiques concentrent l'or. Le problème, c'est que quand vous concentrez l'or, vous concentrez aussi d'autres choses. Et là, en fait, le problème de cette mine, c'est qu'elle est très riche en arsenic. C'est ça le souci. Et donc l'arsenic, c'est dans le déchet de la production minière, il y a des taux d'arsenic qui sont assez élevés. Donc ça, c'est un problème. Donc, alors, il y a quand même des bassins de rétention et tout ça. Donc ça, mais en 2008, il y a eu des grosses inondations. Les bassins de rétention, vous les paramétrez pour des périodes où il y a des grosses inondations, mais vous voyez que des fois, on a des périodes de pluie qui sont très violentes. Donc si vous dépassez ce que vous avez prévu, il y a une partie qui va partir dans la nature. Donc tout ça part en aval, quoi. Donc ça, c'est une mine qui a été fermée. Et là, c'est un gros problème parce qu'il faut qu'on retienne cet arsenic et c'est pas facile. Donc il faut le retenir, il faut savoir où il est, et puis après, ça veut dire qu'il faut pelleter, enlever, etc. Donc c'est compliqué, hein. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra travailler. Donc en Europe, on est plutôt dans le post-mine. Mais il y a des pays où ils sont vraiment en pleine augmentation de leur production minière, et eux, ils le voient tous les jours ce que c'est. Prenons l'Indonésie. Donc là, c'est la production de nickel. Alors l'Indonésie, en production de nickel, ils montent très très fort, hein. Ça, c'est les chiffres depuis 2019. Vous voyez que la production, elle est très très forte, hein. On voit l'augmentation de l'Indonésie. La production de nickel venant d'Indonésie, elle est vraiment en très forte augmentation. Au passage, hein, vous pouvez voir que la Nouvelle-Calédonie, on n'est pas mauvais au niveau mondial, hein. On est dans le rang mondial des 3-4 premiers producteurs de nickel dans le monde. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose d'important. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Ça c'est un des sites assez importants de production de nickel en Indonésie. Et du coup, oui, là où quand j'ai de la production, quand j'exploite, je fais des gros trous, il y a des camions qui passent, on les voit, quoi. Puis il y a des problèmes, il faut bien que je retienne l'eau, il y a peut-être des problèmes de concentration de polluants, donc il faut que je fasse attention. Après, il y a des techniques, hein. Après, on peut revégétaliser, on est capable de faire des choses, quoi. Et puis il y a des ports, des gros ports industriels, donc ça se voit. Donc ça, c'est pour le cuivre, hein. Et si vous allez en Nouvelle-Calédonie, ça c'est un livret que j'ai récupéré du MNH, Musée Nassau d'Histoire Naturelle de Paris. Oui, il y a des trous, il y a des ports, il y a de l'exploitation, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Ça, on le voit, quoi. Le cuivre, c'est pareil. Si on prend le cuivre, donc ça vous rappelle, c'est les porphyres cuprifères que je vous avais montré, on voit effectivement, c'est localisé, hein. Et si vous regardez la production mondiale au cours du temps, Pérou, Chili, Pérou, Chili, normal, c'est les porphyres cuprifères dont on a parlé tout à l'heure. Et une des plus grandes mines du monde, elle est au Chili. C'est cette mine-là. C'est une mine, elle est énorme. Donc là, c'est une vision Google Earth. Donc là, vous avez l'échelle, c'est 1 kilomètre. Donc là, vous voyez, c'est un trou qui fait 3 km de long, c'est très profond, il y a un processus industriel. Évidemment, c'est un petit peu noir, mais les processus industriels, ça fait des trucs. Mais bon, on est bien content d'avoir des iPhones. Donc oui, c'est ça aussi, la production industrielle. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Donc un bassin de rétention, il y a de l'eau, un processus industriel. Donc j'ai une grande mine avec beaucoup d'emplois. Et puis, je vais emmener sur la côte donc je descends en fait, hein. Je suis à la montagne, je suis dans un désert où il pleut pas, et sur la côte. Donc ça, c'est la ville qui est à côté de la mine, où j'ai les mineurs qui vivent, hein. Et puis là, je vais amener ma production qui va partir avec des bateaux, quoi. Donc là aussi, il y a un port, une ville de 200 000 habitants quand même. Donc voilà, il se passe des choses, quoi. Donc là, on la voit, hein, la production minière. Alors on la voit plus, la production minière, ouais, parce que nous, les Européens, on est dans le post-mine. Mais il y a des pays où ils sont dans le développement minier. Alors les ingénieurs, ils sont balèzes. Ça, c'est un bien, hein. C'est aussi un problème.
Parce qu'ils développent des techniques qui sont vraiment, en termes d'ingénierie minière, qui sont très fortes. Alors il y a un truc qui s'appelle les ultra deep mines. Même moi je sais pas comment ils peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont forer, en Afrique du Sud ils forent jusqu'à 4 km de profondeur. 4 km de profondeur avec le gradient géothermique, je sais pas comment ils font, mais ils font. Hein. Le record c'est entre les Sud-Africains et les Canadiens. Ouais, on a des mines, le maximum, on est à 3,9, enfin, on n'est pas tout à fait aux 4 km, mais on n'est pas si loin. On a un truc qui s'appelle le block caving. Donc en fait ce que vous faites pour le block caving, ça c'est la surface. Ça, c'est votre zone de minerai. Et en fait, plutôt que de faire un trou, en partant du dessus, on part du dessous. Parce que c'est plus facile, en fait. On a moins de manutention. C'est-à-dire qu'on s'installe ici, là, et du coup, une fois que tout est bien installé, on ne bouge plus. Donc on va tout casser, là, et puis le minerai va tomber. Il va tomber, et on va toujours l'exploiter de la base. Ça, c'est une nouvelle technique. C'est plus facile, c'est plus rentable. Il y a moins de déplacements. Donc ça marche bien, quoi. Donc il y a des techniques un peu sioux comme ça. Il y a les fonds marins aussi. Alors les fonds marins. Ça, c'est l'exploitation des diamants des côtes namibiennes. Donc en Namibie, il y a beaucoup de roches avec des diamants. Ces diamants, ils sont pris dans les rivières. Donc c'est les placers de tout à l'heure. Et au bout de la rivière, bah, il y a l'océan, quoi. Et donc en fait, ce que font les Namibiens, c'est une société à moitié namibienne, à moitié contrôlée par la De Beers, donc un des grands producteurs de diamants. En fait, ils ont une série de 6 bateaux qui vont aller jusqu'à 120 mètres de profondeur. Donc ils vont en fait retourner le sol sur 10 cm à peu près. Et ils vont remonter ça dans un bateau. Donc il y a un petit appareil qui est sur le sol, qui remue sur 10 cm. On remonte le matériel jusqu'au bateau. Là, il y a des tris gravitaires. Et je relâche le matériel dans l'eau. Donc là, ils ont un carreau minier à peu près de 6000 km². Et donc, sur ces 6000 km², en fait, ils vont avoir cette partie qui sera riche en diamants. Donc ça, c'est. Alors là, on n'est pas trop profond, hein. Ça reste la centaine de mètres. Après, il y a des zones qui nous intéressent bien, c'est les zones très très profondes. Donc là, vous pouvez aller voir, alors tout est accessible, hein, rien n'est caché. Hein. Vous pouvez aller voir l'UNESCO des fonds océaniques, hein, c'est l'autorité internationale des fonds sous-marins. En fait, ils regardent, ils délivrent les permis. Alors, il n'y a pas vraiment d'exploitation minière encore sur les fonds marins, mais il y a des permis d'exploration. Et donc, en fait, ça, c'est tous les permis, là, les petits carrés, là, c'est tous les permis d'exploration. Et nous, on est dedans, hein, les Français. Hein. Ifremer, on s'y intéresse. On a des campagnes océanographiques qui partent regarder ce qui se passe à ces profondeurs-là, parce qu'il y a des ressources, en fait. Il y a des nodules polymétalliques. Il y a les sulfures aussi, les fumeurs noirs. Les fumeurs noirs, ils sont très riches en ressources. Et puis, il y a des zones il y a des croûtes qui sont riches aussi en ressources minières. Donc ça, c'est... Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller exploiter parce que là, on est quand même dans la gamme des 3 km de profondeur sous l'eau. C'est un peu dur quand même d'exploiter à ces profondeurs, mais les ingénieurs, ils sont forts. Et puis si on en a des besoins, on pourra sans doute aller à ces profondeurs-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir des bonnes pratiques. Il faut avoir des bonnes pratiques. Alors, la première pratique, c'est la low technologie. En fait, on a des trucs, ça sert à rien. Hein. Vous avez, je sais pas, moi j'ai vu là sur le web, j'ai vu des chaussettes avec clé USB pour aller charger la chaussette et vous chauffer. Mais ça veut dire qu'il y a de la technologie, donc il va y avoir du rhodium, des trucs, des machins. Est-ce qu'on a besoin de ça dans une chaussette? Je sais pas, des chaussettes bouclettes avec de la laine, ça marche bien, quoi. Enfin, je veux dire. C'est donc ça, le low-tech. C'est-à-dire, quand on achète quelque chose, est-ce qu'on a besoin qu'il y en ait autant de produits dedans? Et en plus, quand on a des trucs high-tech, c'est des trucs mélangés. Donc ça, j'ai du rhodium mélangé avec d'autres trucs. Donc pour les recycler, j'y arriverai jamais, quoi. Trop cher. Donc le low-tech, le low-tech. Les IA. Alors les IA.
Alors, elle disait, il y a plein de choses. Vous irez voir Villani, les intelligences artificielles, elles sont pas si intelligentes que ça. Hein. C'est de la recombination. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est recombiner des choses, et c'est des modèles probabilistes. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Enfin, c'est pas. C'est juste que c'est un gros Google. Donc, évidemment, c'est super. Mais moi aussi, j'utilise les chatbots. C'est trop génial. Les étudiants, ils utilisent ça. Ouais, mais alors, si c'est pour l'imagerie médicale, bah, ça veut dire que c'est intéressant, quoi. Peut-être on peut se poser la question. Si c'est pour faire, je sais pas moi, des images, qu'il y a des gens qui sont capables de les faire, qui sont dessinateurs et que c'est leur métier, est-ce que c'est vraiment utile? Qu'en plus, il y a un problème de source, quoi. Il y a des gens qui produisent des trucs, on leur pique, il n'y a pas de source. Enfin, il y a quand même un problème, là. Donc là, il faut quand même réfléchir. Le recyclage. Alors, pour faire du recyclage, il faut y réfléchir avant. C'est-à-dire qu'avant de mettre un produit qu'on vend, de le produire de manière industrielle, peut-être réfléchir à comment on va le recycler. Et pour recycler, on peut aussi réfléchir aussi à ce qu'est la durabilité. C'est-à-dire que plutôt que de faire un véhicule trop chouette, machin, etc., moi aussi j'aime bien avoir un véhicule trop chouette et ça, mais peut-être qu'un véhicule plus petit, plus léger, puis avoir un truc que je puisse facilement enlever, qui soit recyclable. Donc ça, il faut réfléchir comment on va séparer les métaux. Ça, il y a des choses, c'est pas simple, hein. Mais ça, on peut travailler. Il y a des choses, on peut travailler là-dessus. En fait, des fois, il faut un peu de bon sens. Alors, j'ai mis, faut remettre l'église au centre du village. Ça me fait rire, cet idiome. Bah ouais, les chatbots, tout ça, ça va pas nous nourrir. Hein. Donc, il y a un moment, il faut quand même se dire, quelle est la première des priorités? Donc, on va être quand même 10 milliards d'êtres humains, c'est pas mal, hein. Il faut les nourrir, ces gens-là. En plus, on voit qu'on va quand même vers un réchauffement climatique, il va y avoir des aléas, les agriculteurs, ils vont galérer. Hein. C'est les premiers qui vont galérer, c'est les agriculteurs. Donc, c'est les premiers qu'il faut aider. Bah, c'est les agriculteurs, c'est les ressources en eau, c'est ce qu'on va manger qu'il faut qu'on... Donc ok, alors faire de la ressource industrielle, enfin de la ressource minière, c'est intéressant, mais c'est... Moi, je prioriserais les agriculteurs, les premiers, peut-être les médecins, mais il y a des choses à... Il faut qu'on baisse la consommation, il faut que ce soit de manière voulue, quoi. Ça serait bien. Donc là, pour que ce soit voulu, il faut anticiper les pics. Si on ne le fait pas, bah, ça, vous irez voir Jean Covici, hein. Si on n'anticipe pas, bah, on le fera quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on va le faire. Et si on l'anticipe pas, bah, ça sera contraint. C'est-à-dire que là, ça va être moins drôle. Voilà, il faut quand même réussir. Pour ce qui est des bonnes pratiques, bah, en fait, il faut qu'on... la réglementation, quoi. C'est-à-dire que il faut de la réglementation. Alors, vous voyez, on est mal parti pour la réglementation. Hein, parce que vous voyez qu'on est maintenant... les populistes, ce qu'ils veulent, c'est tout déréglementer. Mais ça marche pas, déréglementer. Il faut réglementer, au contraire. Donc ça, c'est pas bien parti, mais oui, il faut réglementer. C'est-à-dire que il faut avoir de la traçabilité sur les produits. D'où ils viennent? Est-ce que ça vient de République démocratique du Congo? Comment ça a été exploité? Est-ce que c'est exploité de manière durable, pas durable, avec les enfants, pas les enfants? Donc là, il y a des choses quand même, il faut savoir, quoi. Et il faut pas acheter quand on a un doute. Faut aller vers des techniques de mine moins polluantes. Alors évidemment, quand c'est moins polluant, c'est plus cher. Mais quand vous faites une mine, je dis pas qu'il faut pas faire de mine, hein. C'est pas ça que je dis. Mais il faut penser déjà à l'après-mine. C'est-à-dire que quand vous payez là, quelque chose, il faut déjà avoir anticipé le coût de ce qu'on va faire après, c'est-à-dire étanchéifier les terrils, repomper l'eau potable, etc. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire, quoi. Et il faut le faire tout de suite, quoi. Évidemment, s'il y a des zones à trop faible concentration, bah faut pas y aller, quoi. Parce que oui, ok, on a la technologie, on sera peut-être même prêt à payer pour avoir les choses, mais bon, on va pas le faire. Parce que si c'est à trop faible concentration, c'est trop de pollution. Donc il faudra dire non, les gars, là, on n'y va pas là. Faut avoir des zones protégées. Alors, par exemple, les fonds marins, les fonds marins profonds, qu'on connaît même pas, on connaît moins les fonds marins qu'on connaît la surface de Mars. Hein. On en est là. Hein. Vous aurez moins d'argent pour aller faire une campagne océanographique, savoir ce qui se passe sous les fonds océaniques, que pour aller sur Mars. Bah ouais, mais quand même, on vit sur la Terre. Hein. Bah ouais, bah au moins ces coins-là qu'on connaît pas trop, on va peut-être les laisser peinards, peut-être un endroit quand même. Donc tout ce qui est fonds océaniques profonds, le Groenland, les terrains haute latitude, bim. On essaye de pas y aller. Bon, on va quand même finir sur une note positive. Sinon, je vous aurais cassé le moral. Là, je reprends le cycle du collège. Donc ça, c'est le bouquin du collège. Il est super bien fait, hein, franchement. Donc, en fait, le bouquin du collège, là, c'est un exemple sur
l'approvisionnement en nourriture. Donc en fait, on regarde l'aventure de nourriture, qu'est-ce qu'il faut, occupation des sols, déplacement, etc., engrais, ouais, donc on regarde tous les paramètres qui sont liés à une production alimentaire. Ça, effectivement, c'est la consommation mondiale d'engrais, donc forcément elle augmente. La consommation d'eau, elle augmente. Les gens qui produisent des engrais, où ils sont? Localisés, puisque c'est hétérogène les ressources. Évidemment, c'est pas en Europe, comme d'habitude. Bon. Qu'est-ce qu'on veut quand on fait de la potasse et tout ça? En fait, on veut de l'azote, du phosphore et du potassium. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc là, de la vie de tous les jours qui produit du phosphate, du potassium? Alors j'ai mis pourquoi faire pipi? En fait, ça fait rire mes étudiants. Ils sont vieux, hein, mais quand même, ça les fait rire. Donc dès qu'on met pipi caca, ça fait toujours rire les étudiants. Mais pourquoi on utilise de l'eau potable avec des volumes énormes pour mettre des caca et des pipis dedans? C'est le truc le plus débile qu'on fait, quoi. Ça, c'est le volume d'eau qu'on consomme en pourcentage, par personne et par jour. En fait, une chasse d'eau, c'est 25% de la consommation d'eau par jour. Ok. Vos caca, c'est 0,2%. Les urines, c'est 0,3%. C'est bête de mettre des caca dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est pété d'Escherichia coli. Donc ça va être compliqué parce que ça, c'est le nombre d'Escherichia coli. Dans les caca, il y en a beaucoup. Dans le papier toilette, il y en a un peu. Il y en a moins déjà dans l'eau de douche et tout ça. Et puis dans l'urine, merde, il n'y en a pas dans l'urine. L'urine, c'est presque stérile, quoi. C'est propre, l'urine. On peut la boire. C'est pas un problème. Et les gens, ils se disent, maintenant, quand on fait des bâtiments, on va faire des bâtiments où on sépare les trucs. C'est-à-dire que les eaux usées, ça va à un endroit, les cacas, ça va à un autre, et on récupère tous les pipis. Et si vous irez voir ces sciences, on fait des toilettes où on peut séparer les pipis des cacas. Et ça, c'est génial. Et ça se fait, quoi. Et vous voyez, c'est même pas. Franchement, c'est sympa, quoi. Et ouais, et ça se fait déjà, hein. Donc il y a des entreprises, celles-là, c'est des entreprises qui sont françaises. Ecosec, ils nous ont même amené des urinoirs là, sur Lyon, vous les avez peut-être essayés. Ils ont été déployés en 2022. Donc ils déploient. En fait, ces sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont déployer des urinoirs dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui font pipi. Bon, allez, les concerts, les campings, la rue, l'université. On pourrait produire. Hein. Nous, on a 47 000 étudiants. Vous imaginez le potentiel? Donc ça, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste le récupérer. Vous allez récupérer les urines. Ils vont un petit peu les modifier, c'est-à-dire ils vont les rendre encore mieux qu'elles ne sont, donc ils vont les faire fermenter, enfin il y a des trucs, ils vont quand même les traiter un petit peu pour qu'il y ait de... Et donc ça, ils vont le réutiliser, comme engrais. Donc ça, c'est une solution simple. Hein. Les cacas, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué les cacas? Parce que c'est plein d'Escherichia coli. Mais en fait, ça se composte. Hein. Vous pouvez, alors il y a des normes quand même, je vous conseille pas de le faire comme ça, vous pouvez composter les matières fécales, mais il faut que ça monte. En fait, les matières fécales, il faut que ça monte à assez haute température pour que vous tuez bien toutes les bactéries. Si votre compost il est pas assez haute température, vous allez rendre malade tout le quartier parce que s'il pleut et que votre compost il n'est pas étanche. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est autorisé. Vous avez le droit de composter les matières fécales, c'est pas interdit. Il faut juste que ça soit... Et ça c'est sûr, à mon avis, dans le futur, on aura tous des toilettes avec des trucs qui seront séparés. Ça c'est clair. Eh non, les deux boutons, ouais, mais les deux boutons, c'est juste le volume. Déjà, c'est pas mal. Et je crois que je suis arrivé au bout. Je remercie le cycle de conférences de l'Université Robert et puis je remercie le service de diffusion des savoirs qui fait des super vidéos. Je vous conseille d'aller les voir. Et je répondrai à toutes vos questions. C'est quoi le bouquin du collège? Alors celui-là, c'est le Nathan. Alors, vous avez le droit, avec votre carte BIP, là, vous avez le droit d'aller à la bibliothèque du bâtiment Géode. On a fait acheter tous les livres du collège, lycée. Et comme les programmes ils changent tous les 2 ans, on a beaucoup de livres. Vous pouvez les consulter, ils sont très intéressants.
Ils sont vraiment très détaillés, ils sont de très bonne qualité. Celui-là, c'est le Nathan. Nathan 2017.